Nous sommes heureux donc de vous présenter en effet cette seconde après-midi après de cette semaine européenne du développement durable de notre établissement. Donc hier, disons, le comité Basculons avait lancé une sorte d'idéal de comment engager cette transition. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un petit peu ce qui se passe dans notre établissement, de voir ce qui a déjà été fait et les dynamiques qui peuvent porter des projets futurs. Et donc, ma collègue Christine va d'abord vous présenter un petit peu comment cet après-midi a été constitué. Et après, je vous en présenterai très rapidement le déroulé avant de laisser la parole aux intervenants. Merci Olivier, bonjour à tous. Alors comme tu le disais, nous avons préparé cette semaine et plus spécifiquement cette table ronde sur l'enseignement et la recherche en rapport aux questions des humanités environnementales par le biais d'une petite enquête qui a été lancée auprès de tous les enseignants-chercheurs de l'université. Et cette enquête était assez simple dans sa formulation. Il s'agissait de savoir quels collègues proposaient des enseignements sur les questions d'environnement et de transition, quelles recherches étaient déjà publiées sur le sujet et quelles recherches étaient en cours. Alors, les réponses que nous avons collectées étaient tout à fait intéressantes. Ça nous a permis d'avoir un premier échantillonnage. Bon, il y a d'autres moyens d'obtenir ces informations, mais ça nous a donné un autre aperçu de ce qui se fait, de ce qui est en cours à la Sorbonne Nouvelle. Et c'est sur la base de ces réponses que nous avons convié plusieurs collègues à venir nous parler de leurs recherches ou de leur enseignement à cette table ronde. Donc, c'est ce qui va suivre tout de suite après. Et d'autres sont également productifs. Alors, je vais évoquer en premier les travaux qui ne seront pas représentés ici. On a notamment reçu des réponses dans le sens des études animales, ce qui paraît tout à fait logique, avec un travail dans le champ émergent de l'histoire animale en études ibériques et latino-américaines. Également, il existe un séminaire de master sur animal et animalité en littérature française. Et puis, une thèse a été réalisée sur l'analogie dans la littérature contemporaine animalière et écologique en France et au Québec. Donc, c'est un champ qui est bien représenté, enfin voilà, qui est présent. Dans un domaine assez différent, il y a des recherches en cours sur la communication des professionnels et des entreprises au sujet de l'écologie. Alors, le département de communication est très bien représenté à la Sorbonne Nouvelle, mais voilà, il y a ce genre de travaux en cours. On m'a signalé également un cours d'économie politique en rapport aux questions environnementales et un travail de recherche en cours sur la transition numérique. Il y a également un projet IUF sur les échelles du vivant dans la littérature contemporaine, donc il met en rapport la littérature et les sciences, donc c'est un gros projet. Et puis, de manière tout à fait logique également, il y a des travaux dans le domaine du langage, des sciences du langage, de la traduction, avec un cours de traduction technique qui porte spécifiquement sur l'environnement et la transition énergétique. Et la même collègue a déjà publié un dictionnaire du génie de l'environnement qui remonte à 1997. Donc, il y a un véritable intérêt assez ancien, je dirais, pour la question. Il y a également un doctorat en cours sur la transition bas carbone au Costa Rica et en Colombie, qui se fait au CREDA, au Centre de recherche sur les études d'Amérique du Sud. Voilà, donc on constate que les travaux et les cours qui existent portent sur des domaines variés.
Et on a également des travaux et des cours dans le domaine du cinéma et du théâtre. Et là, je passe aux domaines qui vont être représentés ici à la table ronde. Sur la science du langage, comme je le signalais, ce sont nos deux collègues qui vont prendre la parole en premier. Et puis, sur la communication, une collègue m'a signalé un cours sur l'élaboration du sens chez les artisans boulangers, donc en communication, dans le domaine de la communication. Voilà, donc on constate que ces questions d'humanité environnementale prennent des formes très variées et touchent toutes les disciplines. C'est une autre forme de transversalité, si on veut. Tous les domaines sont concernés, finalement. Voilà. Merci. Alors, pour vous présenter un petit peu ce qui va suivre, dans cet établissement, il y a à la fois des activités de recherche et d'enseignement, mais on a décidé de ne pas les séparer, justement, et de ne pas structurer cette rencontre autour en présentant d'abord ou ensuite l'enseignement et d'abord ou ensuite la recherche, mais plutôt de les regrouper, ça nous semblait plus pertinent, et de les guider de les organiser autour de trois grandes questions auxquelles les différents intervenants vont chacun répondre à leur façon. Donc, la première, c'est de se demander comment, dans une université des cultures comme la nôtre, comment on se saisit de ces enjeux, de ces questions environnementales, puisque c'est un peu l'ambition de cette université, d'être en interaction avec les débats culturels de ce type. Dans quel cadre institutionnel les choses se construisent, ce qui est soutenu, ce qui est plus difficile éventuellement. Ensuite, deuxième type de questionnement, c'est à l'inverse, que font ces sujets à nos pratiques de recherche ou d'enseignement? Ce sont des sujets qui entraînent des remises en question, des retours réflexifs, bon. Et alors, voilà, les choisir. Est-ce que ça change les pratiques? Est-ce que c'est plus collaboratif? Est-ce qu'il y a d'autres interactions entre recherche et enseignement? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres liens entre l'action personnelle, voire l'action militante, l'insertion professionnelle? Bon. Et puis, troisième type de questionnement, en sortant un peu de chaque projet ou de chaque activité d'enseignement, quel type de transversalités sont construites, quel type de frontières entre les disciplines, quelle collaboration entre les différents niveaux institutionnels, voire des établissements extérieurs. Bon. Donc, c'est un peu ces trois types de questions. Et on avait choisi de les structurer autour d'un manuel, le manuel de la grande transition, qui a largement engagé et nourri ces réflexions. Et donc, en toute franchise, je ne sais pas s'il y a un changement de programme, mais c'est Aline Berger qui commence ou ouais, voilà. Ça. Donc, nous allons d'abord écouter notre collègue Aline Berger, qui est co-autrice de ce manuel, nous présenter en fait ce qui nous a servi de cadre, tout simplement. Et après, nous allons accueillir successivement différents collègues et on a, disons qu'on a associé parfois les uns avec les autres pour illustrer chacun justement de ces grands axes dans lesquels ces activités peuvent être inscrites. Alors, juste après Aline, nous discuterons des questions d'analyse de discours ou d'approche ethnographique des transitions. Ensuite, plutôt autour de l'action, agir à la hauteur de ces enjeux. Ensuite, des études autour des représentations, autour du théâtre et du cinéma et de la littérature. Et enfin, voilà, comment habiter un monde commun en essayant de voir comment on peut faire agir la notion d'écosystème avec les approches littéraires. Mais je cède la parole d'ores et déjà. Oui. Je t'interromps, Olivier. J'ai regardé ma montre entre-temps et si cela vous convient, on pourrait inverser, puisqu'on a un collègue qui doit partir, écouter les linguistes, les personnes. Très bien. Aline, ça te va? Alors, bon, donc on commence par deux collègues auxquels je laisse la place. Comme tu veux. Puisque tu vas partir. Oui, mais on va être en dialogue.
Très bien. Bah, du coup, merci pour cette semaine, pour cette invitation aussi. Je crois que voilà, on vous a demandé d'être bref. Je crois que le plus important à considérer, c'est qu'on va présenter des choses très différentes. C'est que les sciences du langage sont plurielles et que moi, je m'inscris dans ce que j'appellerais une anthropologie du langage et de la communication, donc très distincte de la linguistique proprement dite ou de l'analyse du discours. Et alors, on a parlé d'un département d'information et de communication. Moi, c'est justement la communication qui m'intéresse justement d'un point de vue de l'anthropologie du langage, mais parce que justement, cette communication, tout le monde en parle, on a l'impression que tout parle, justement, tout communique, les arbres, les plantes, de plus en plus, mais sans réellement savoir de quoi il s'agit, sans avoir les outils non plus pour traiter cette question. Et du coup, on aboutit à des caractérisations finalement très pauvres de ces processus de communication. J'étais il y a 2 semaines avec un mycologue qui parlait de communication chez les champignons et qui utilisait de manière indifférenciée les termes de dialogue, d'échange, de conversation, parler, information, réseau, etc., sans voir qu'il parlait de choses très différentes et que finalement il mélangeait beaucoup de choses, ce qui en soi serait pas très grave, mais il me semble que le fait de les mélanger lui interdisait de poser certaines questions qu'il aurait pu par ailleurs poser. Donc il me semble que là, on avait un lieu d'échange et de travail ensemble. En d'autres termes, j'ai l'impression qu'on mobilise beaucoup d'outils des sciences du langage sans mobiliser les sciences du langage elles-mêmes, ni ces outils. Et mon objectif depuis quelques années, c'est entre autres de participer à un dialogue interdisciplinaire qui vise à rapprocher les sciences sociales et les sciences de la nature, que ce soit dans la continuité des travaux de Philippe Descola ou du tournant social en biologie. Il me semble aussi que ça ne se fera pas sans les sciences du langage, parce que la séparation moderne des provinces du savoir ne se fait pas en 2, d'un côté la nature, de l'autre côté la culture, mais à mon avis en 3, la nature, la culture et ce que Locke appelait le domaine des signes et la sémiotique, c'est-à-dire en gros le langage. Et que donc essayer de rassembler quelque chose qui à la base était séparé en 3 et de considérer qu'il y a 2 parties me semble poser problème. Donc j'ai l'impression qu'il y a une place essentielle des sciences du langage dans ce travail, dont Bruno Latour disait qu'il était si important que c'était peut-être en partie à cause de cette séparation qu'on se retrouvait dans la situation dramatique actuelle. Ce qui du coup m'amène, et je conclurai là-dessus, à dire 2 mots d'un travail de recherche que je mène actuellement, dans la continuité de ce qui avait été fait, très médiatisé sur le Parlement de Loire, mais la partie médiatique étant finie, justement, il y a maintenant toute la partie de travail de fond, qui continue, là, ce qui a commencé auparavant. Et il me semble que, justement, le fait que tout se mette à parler, ou qu'en tout cas on dise que tout parle, pointe vers quelque chose dont on ne prend pas encore tout à fait la mesure. Cette idée que les espaces publics de la modernité, qui étaient caractérisés depuis le XVIIIe siècle par le fait qu'ils étaient restreints aux humains, sont aujourd'hui envahis, ou disons par tout un tas d'autres voies qui pénètrent ces espaces réservés aux humains. Il me semble qu'on est aussi dans toute autre chose, que ce n'est pas un retour au XVIe siècle. Là, je vous renvoie au chapitre 2 des mots et des choses de Michel Foucault, qui parle très bien de tout ça. Mais à ce moment-là, on disait que le monde bruissait de paroles, mais c'était souvent Dieu qui s'exprimait à travers les herbes, à travers, etc. Donc, entre-temps, on a tué Dieu, donc nous voilà dans une autre configuration. Donc, on est dans autre chose, avec des nouveaux assemblages qui nous demandent de questionner ces espaces publics de l'Anthropocène, mais aussi, du coup, la manière dont ils se hiérarchisent, dont ils se structurent, dont les rapports de force se mettent en place et s'arrangent les uns avec les autres, et du coup, d'analyser ce régime de communication qui caractérise donc ces espaces publics de l'Anthropocène. Et je te passe la parole. Merci beaucoup. Donc, nous venons d'entendre James Costa, qui est professeur en sciences du langage et plus dans notre université. Alors, de mon côté, je suis Sandrine Reboul-Touré et je vais parler au nom d'un petit groupe qui est au sein du Clestia, qui s'appelle Sens et Discours. Donc, nous nous intéressons depuis un certain temps à toute cette réflexion autour de l'environnement, et de ce qu'on va pouvoir appeler la transition écologique aujourd'hui.
Alors, j'aimerais vous présenter quelques réalisations qui ont déjà été faites dans notre groupe de recherche. Donc, on se situe davantage dans le domaine des sciences du langage et plus particulièrement du côté de l'analyse du discours. Après les quelques travaux en cours, qui ont déjà été faits, je vous proposerai des travaux en cours et puis je lancerai peut-être aussi la présentation d'une journée d'études qui aura lieu au mois de mai. Alors, nous travaillons essentiellement du côté du discours de vulgarisation scientifique et notamment sur un discours de vulgarisation scientifique qui s'intéresse à ce qu'on a appelé au fur et à mesure, puisque ça fait une vingtaine d'années, l'environnement, la biodiversité, et aujourd'hui, on pourra parler de transition écologique. Alors, Valérie Delavigne, qui était ici présente et qui vient de nous quitter, a travaillé, par exemple, sur les mots du nucléaire, sur les discours institutionnels du nucléaire, et je prends un titre qui est peut-être plus vulgarisé encore parce qu'il y a une dimension pratique, c'est le vert est dans le nucléaire, le vert V-E-R-T, l'argument écologique dans la communication publicitaire d'EDF. Donc là, c'est pour vous montrer peut-être quelques articulations pratiques. D'autres collègues, par exemple, Florimond Rincotono-Elina, qui travaillent sur des e-conférences écologistes sur des sites web ou encore sur la notion de déchets. Ces derniers temps, alors c'était juste avant le Covid, nous avons travaillé sur l'analyse du discours et la biodiversité. Donc, on est là vraiment avec un questionnement qui peut se faire sur des discours qui vont être des discours journalistiques. On peut travailler aussi sur des discours de l'Internet. Et moi, je m'intéresse notamment à la vulgarisation scientifique menée par des blogs de vulgarisation. Alors, actuellement, on a aussi des articulations, des relations internationales avec des collègues italiens qui ont proposé il y a quelque temps un colloque sur les discours environnementaux. Donc là encore, ça nous permet de faire des passerelles au-delà de notre propre groupe de recherche et on a donc mis en place des collaborations internationales qui, il y a 2 ans, se sont intéressées à ces discours environnementaux. Et puis, nous avons aussi une doctorante qui est en train de faire sa thèse sur nucléaire et transition énergétique, perspective en analyse du discours. Donc, vous voyez, cette préoccupation est très importante et nous la travaillons donc sur la sphère, je dirais, de l'observation, de la recherche du côté des discours. Et puis, parmi les travaux en cours, mais là, c'est vraiment un chantier, c'est un dictionnaire de l'environnement qui devrait avoir une forme de publication sous forme papier. Et là, on est encore en train d'en discuter parce que voilà, l'environnement change tellement vite qu'il faudrait pouvoir aller plus vite. Et donc, je pense qu'un support numérique serait plus précieux, mais ça, c'est encore en discussion. Donc, vous voyez, on a un grand intérêt pour tout ce qui est nomination. De quoi je parle quand je dis environnement? De quoi est-ce que je parle quand je dis transition écologique? Ça se voit très bien aussi sur les différentes étiquettes, si j'ose me permettre, de nos ministères. Donc, en 71-74, on avait le ministère de la protection de la nature et de l'environnement, environnement. 2002-2007, on tombe sur le ministère de l'écologie et du développement durable. Qu'est-ce qu'on entend par développement durable? Et aujourd'hui, donc, nous sommes passés du côté de la transition écologique. Qu'est-ce qu'on entend par transition écologique? Alors, peut-être pour finir, j'annoncerai la journée d'études que nous allons mettre en place en mai 2023. Ce serait pour l'instant, on a un titre, mais là encore, c'est en construction. Les discours du développement durable et de la transition écologique, domaine, sens, transition, pour essayer de faire intervenir des collègues qui soient du côté des sciences du langage, du côté des sciences de la communication et peut-être plus. Et je trouve que l'un des intérêts des échanges que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur des transversalités disciplinaires. Et il est vrai qu'on se rencontre peut-être de ci, de là, mais on n'a pas l'occasion forcément de travailler du côté de la recherche ensemble. Et je crois que c'est un point de départ qui me paraît extrêmement positif sur cette dynamique de la recherche. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour cette partie sur le langage, le discours.
Donc, notre deuxième thème ou point va porter sur le manuel de la grande transition que Aline Berger va nous présenter. Elle est l'un des auteurs de ce manuel, elle y a contribué. Et c'est un ouvrage qui constitue un socle permettant d'aborder les questions environnementales et de transition dans l'enseignement. Aline, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Université de la Sorbonne Nouvelle, Université des Cultures. Alors, je suis là pour présenter un travail collectif, essentiellement, un manuel de la grande transition qui va faire l'objet d'une présentation en PowerPoint que vous pourrez suivre. Tu l'as lancé? Ah, c'est toi qui l'as lancé? D'accord. Tu veux le faire ou pas? Je vais voir si je suis. Oui, d'accord, pas de problème. Alors, ce manuel qui vous est projeté pas dans la slide qui suit, mais bon. Donc, c'est un ouvrage collectif, pluridisciplinaire, dont le projet a été lancé en 2019 et qui a été réalisé pendant le confinement. Je dirais que c'est un fruit un petit peu surprenant et étonnant aussi, et dont j'espère qu'il trouvera écho chez vous. Donc, il a été lancé à l'initiative du campus de la transition, qui est un campus novateur, fondé sur une base associative, qui s'est développé à une centaine de kilomètres au sud de Paris. Vous pouvez trouver le site sur Internet. Et à l'initiative d'un groupe de chercheurs et formateurs en sciences et en sciences humaines et sociales, philosophie, économie, anthropologie, etc., sciences politiques, agronomie, etc. Ils ont rassemblé un collectif de 70 contributeurs et contributrices en dialogue avec le mouvement du manifeste pour le réveil écologique lancé par les étudiants dans la presse en 2018, qui avait reçu une trentaine de milliers de signatures, et en concertation par ailleurs, mais sans relation de dépendance, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui avait été très inquiet de voir la façon dont les étudiants se mettent dans les grandes écoles, dans différents univers, à contester leurs enseignements et à demander des transformations importantes, voire radicales. Depuis, on en a vu d'autres exemples dans l'actualité française. Mais ce qui est important, c'est que ce travail pluridisciplinaire s'est construit selon un processus collaboratif de rencontre entre des univers divers. J'ai déjà nommé la philosophie, l'économie, l'anthropologie, également les sciences du vivant, la finance, les humanités, les lettres, l'histoire, la géographie et les sciences du vivant, etc. Et le domaine de la santé publique. L'ouvrage, qui a été donc conçu sur un mode collaboratif avec échange des documents produits, dans lesquels participait d'ailleurs un groupe climat également, a été construit donc pour accompagner par l'état des savoirs actuels les enjeux des transitions écologiques et sociales, sur lesquels en effet on peut donner une définition, comme nos collègues de linguistique viennent de le rappeler. D'abord, le terme de grande transition, c'est invoquer une démarche systémique qui incite à penser la Terre comme le monde fini qu'il est réellement, et qui invite à repenser notre manière de nous rapporter, nous, humanité multiple, à cette Terre commune. C'est une approche systémique donc qui veut aborder les enjeux sociaux, économiques, culturels et même géopolitiques. Initialement, le projet devait être aussi plus clairement exposé, mais ce sera une étape ultérieure. La grande transition, c'est aussi la grande transformation. C'est aussi le rappel d'un ouvrage fondateur d'un historien, Karl Polanyi, d'origine hongroise, qui a migré aux États-Unis et qui a écrit un volume très important retraçant les effets du libéralisme capitaliste depuis le 19e siècle, qui a transformé la relation à la terre, au travail et à la monnaie en marchandise. Et donc, face à cette réalité historique plurielle, bien sûr, qui ne touche pas que l'économie, mais bien sûr la société et les cultures, il s'agit de proposer, avec cette grande transition, une profonde et une radicale transformation, avec notamment dans le domaine du droit et de l'économie, une transformation des modèles. Donc le livre est très clair sur cette position argumentée
en référence à l'état des savoirs, des sciences, du vivant, de la connaissance des bases en sciences physiques, qui commandent aussi les équilibres propres à notre planète. Donc, pour conclure, si vous voulez rapidement sur cet intitulé, c'est une transition qui doit être écologique, c'est-à-dire aussi sociale, économique, culturelle, politique et citoyenne, avec un objectif qui est de proposer ces savoirs fondamentaux pour transformer. Donc, d'abord comprendre, pour ensuite orienter vers l'action. Et donc, ce volume propose, on peut avancer vers les... Ah oui, alors, je sais pas. Je vais l'enlever. D'accord. Excusez ce petit temps d'ajustement technique. Donc, en marge de cette proposition, pas en marge, mais parallèlement à cette offre d'un socle commun de connaissances, est proposée une méthode dynamique qui apparaît ici à travers donc, les petites enseignes colorées que vous voyez ici. Le livre offre 6 entrées appelées portes, 6 entrées, 6 ponts, si vous préférez, pour entrer dans ce manuel, quelle que soit votre discipline. Donc, ce ne sont pas des entrées disciplinaires ou même interdisciplinaires limitées, mais ce sont des entrées volontairement transversales où chacun peut se demander dans son champ dans quelle mesure il peut se connecter plus ou moins immédiatement à ce domaine. Donc, voici le projet Fortes qui a démarré en grande banlieue donc, de l'Île-de-France, dans une friche en fait, qui a développé un potager, récupéré les locaux d'un lycée horticole pour développer un projet à partir d'un site donc, qui était inemployé. Vous avez ici les 12 groupes de travail qui se sont mis à échanger pendant des mois des documents papier, des exposés de plans, des discussions sur des notions, avec des participants multiples dont peut-être la liste n'est pas tout à fait à jour, je vous prie de m'excuser. Et puis, ce manuel, par ailleurs, a donné lieu à une suite, c'est-à-dire maintenant des volumes qui tentent d'ouvrir la démarche d'approfondissement par des secteurs plus spécifiques, comme par exemple, quelle pédagogie pour la transition, quel enseignement et positionnement pour la santé publique en transition, comment transformer les campus, proposer d'autres manières, d'autres modèles pour les sciences de gestion, c'est-à-dire pour la finance. Et puis, plus récemment, par exemple, sur les sciences du vivant, a été achevé le volume des spécialistes des sciences du vivant sous l'intitulé « L'écologie à la croisée des mondes ». Là, on entend à travers cet intitulé un propos assez général qui peut toucher n'importe quel secteur de formation. Donc, vous avez vu que le manuel porte le sous-titre de « Former pour transformer » et donc il propose un socle pédagogique commun de 6 portes avec ces petites enseignes colorées qui ont été, qui émanent d'un groupe d'étudiants d'une école de design que pilote un des intervenants de l'UFR Arts et Médias de notre université, avec, vous voyez, ces entrées qui portent des noms grecs, dans lequel on doit entendre, je vais vous le dire ensuite, un certain nombre de notions impliquées. Alors, l'oikos, on sait bien sûr que c'est la racine de notre écologie, hein, qui pose d'emblée le diagnostic, habiter un monde commun. Deuxième volet, c'est le volet de l'éthique qui vient immédiatement après, séparer, vous le remarquerez, l'éco de l'oikos, du nomos de l'économie. Hein. Donc, l'éthique ressurgit au milieu de ce projet. D'abord, l'éthique, pour essayer de penser qu'est-ce que c'est qu'une planète habitable pour tous, en tenant compte des plus vulnérables, en s'inspirant notamment des apports de la philosophie du Caire, mais en ouvrant aussi sur la nécessité de rééquilibrer les modes de vie communs sur tous les aspects économiques et autres. Le niveau du nomos concerne notamment très fortement le droit et l'économie, c'est-à-dire le choix des modèles, des référentiels. Nous travaillons beaucoup à l'université avec ces modèles de pensée, des modèles de référentiels pour les langues, pour les compétences, pour la formation professionnelle. La question de quels sont nos critères, nos indicateurs, nos critères de mesure, nos référents majeurs, dans une interrogation aussi sur le sens de ces choix et la manière, bien sûr, de les transformer. Vient ensuite le pôle logos, qui n'exclut évidemment pas tous les enjeux que les littéraires ont l'habitude de rencontrer sous des enseignes plus
plus riche autour des mythes, par exemple, hein, mais qui pose la question des discours, bien sûr, et du choix des langages. On a entendu nos collègues linguistes échanger sur la nécessité de réfléchir au sens des mots. Et donc, vous avez une proposition qui porte sur la question donc, des récits que l'on fait ou qu'on en attend de faire ou que l'on souhaite faire pour l'avenir. La mise en œuvre donc d'un propos qui balance les propos dans leur diversité et surtout la part de l'imagination, qui est le propre aussi de la créativité de l'humanité face au monde vivant, face aux réalités posées par le monde de l'oikos. Ensuite, deux volets beaucoup plus tournés vers des décisions pragmatiques, agir à la hauteur des enjeux, qui posent la question du travail, la question des acteurs, sachant qu'évidemment, quand on travaille dans les langues et les littératures ou les arts ou les cultures à notre université, tout est acteur, bien entendu, y compris le plus passif est acteur d'un monde commun à penser. Et donc, cette dimension-là ouvre sur une nécessité aussi de penser sa relation personnelle au collectif, à une communauté. Et le dernier volet, donc, comme vous le voyez, ouvre très clairement sur différentes modalités de reconnexion à soi, aux autres et à la nature dans ce cadre. Donc, c'est une méthode dynamique, pragmatique, dans laquelle certaines disciplines ne se sentent pas immédiatement interpellées, par exemple en sciences du vivant ou en sciences physiques ou en sciences dures, que faire de l'éthique, hein. Et bien entendu, ça implique une réponse, un positionnement, une porte ouverte pour essayer d'intégrer ces compétences. Je passe rapidement sur le plan de l'ouvrage que vous pouvez trouver synthétisé sur Internet sous licence Creative Commons depuis quelques mois, en version française et en version anglaise, on a une centaine de pages. Donc, c'est moins volumineux que l'ouvrage que j'ai présenté, il est dessous, mais je ne vais pas le changer de place. Voilà si vous voulez, bien sûr, avec les notions qui sont maintenant largement partagées, la question de l'anthropocène, les enjeux de droit, les transformations des institutions, les problématiques de discours et de référentiels de rationalité. Vous voyez que le vocabulaire ne s'attache pas nécessairement à une discipline plutôt qu'une autre. Voilà, donc, je passe sur l'intérêt de ce dispositif. C'est un peu comme un mobile, si vous voulez. On peut y jouer d'ailleurs, et ça fait l'objet d'ateliers dans différents secteurs d'activité, pour essayer de penser comment on circule entre les pôles quand on est mobilisé plutôt dans un domaine plutôt qu'un autre. L'idée, c'est de proposer qu'il y ait une circulation entre ces portes, quel que soit le domaine de travail, pour essayer de voir par où l'on passe déjà, par où l'on pourrait passer éventuellement. Et donc, juste pour donner quelques exemples de parcours, d'itinéraires, voilà des exemples qui sont proposés, de combinatoires, évidemment, de trajets tout à fait différents. Vous pouvez, bien entendu, constater, là encore, le discours très général du propos, mais qui articule état du savoir, réflexion, orientation, décision et action. Exemple, le mouvement des Gilets jaunes, qui a été relu dans cette perspective en montrant par où on rentre éventuellement pour lire ce phénomène social marquant qui touche à l'économie, mais qui touche à la société, qui touche bien sûr aux équilibres énergétiques, pas seulement dans nos voitures, mais aussi entre nous. Voilà un autre exemple, la voiture électrique. Ce sont volontairement des exemples moins familiers peut-être d'une université des humanités, des arts, des lettres et des langues et des cultures contemporaines, mais qui posent la question de l'appropriation collective de ces objets. Voilà donc cet ouvrage, un peu austère d'apparence, mais qui prolonge le propos qu'a tenu hier Tanguy de Caen pour évoquer la bascule écologique. Néanmoins, comme il le proposait, c'est un tournant qu'il s'agit de prendre. Et dans ce mouvement de bascule, c'est la mise en route, c'est la mise en marche. Et j'invite donc l'ensemble de notre communauté, y compris les personnels, y compris les citoyens du 12e arrondissement qui découvrent notre campus, à découvrir ce travail pour le partager, le faire connaître et peut-être trouver matière à de nouvelles pédagogies plus spécifiques dans les champs qui sont les nôtres. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Aline. Il faut que tu teignes la présentation. On va emprunter une des portes que tu as évoquées, à savoir agir à la hauteur des enjeux. Et c'est Émilie Roche du Master 6 ici à l'Université Sorbonne Nouvelle
qui va nous parler de ce master, et Anne Taverne, qui enseigne au bureau des enseignements transversaux. Donc, cette partie de la présentation porte uniquement sur l'enseignement, enfin, se concentre sur les questions d'enseignement. Merci à toutes les deux. Bien, alors moi je suis donc Émilie Roche, je suis la responsable pédagogique du master CIS, communication, information en santé et environnement, qui s'inscrit au sein du département ICM, l'Institut de la communication et des médias. Donc ce master il est récent, c'est sa 4e année, donc on a voilà, il est tout jeune. C'est un master qui est né de travaux de recherche au départ, que nous menions avec un certain nombre de collègues. C'était une recherche collective. On a travaillé en fait dans un contexte où, si vous voulez, les questions relatives à la médiatisation des problèmes de santé publique et environnementaux, parce qu'on n'a jamais pu désarticuler les deux, prenaient de plus en plus d'importance. Et donc, on a mené des travaux qui, au départ, essayaient de se saisir de ces questions au travers des discours politiques, des discours institutionnels et médiatiques, voilà, de controverses, de polémiques qui étaient publicisées tant par les médias que par les réseaux sociaux. Et ça nous a conduit, c'était en 2014, donc voilà, c'était il y a quelques années déjà, à travailler avec des médecins, notamment sur la problématique de l'antibiorésistance. Et puis, plusieurs d'entre nous aussi ont participé à des recherches collectives en santé et environnement. Donc, en fait, notre orientation, au départ, ce qui a présidé à la création de ce master, c'était vraiment une recherche collective. Et notre orientation scientifique et les différents travaux qu'on a pu mener nous ont permis d'articuler en fait diverses compétences et divers champs de recherche. Et nous avons été vers une approche qui articulait santé et environnement parce qu'elle se situait dans une perspective qui correspondait à ce qu'on avait aussi envie de défendre, qui est la perspective One Health, qui, pour la définir de manière très simple, signifie qu'il y a une reconnaissance que la santé humaine, la santé animale et l'environnement sont intrinsèquement liés. Donc, la création de ce master, elle s'est faite, voilà, la genèse, elle s'appuie là-dessus et sur l'idée que les questions relatives à la médiatisation des problèmes de santé, des problèmes environnementaux avaient émergé aussi. On était donc en 2016 ou 2017, avant la dernière maquette, de manière absolument accrue. Et voilà, c'est cette orientation qui nous a permis d'articuler à la fois différentes compétences scientifiques et d'inscrire ça dans un programme avec un master qui est pluridisciplinaire, qui permet de bénéficier de travaux et de réflexions autour de l'information et de la communication, l'éducation à la santé, l'environnement, l'histoire, l'éthique. Des collègues qui travaillent aussi sur l'alimentation, le management, la conduite de projet, la souffrance au travail. Enfin voilà, on avait comme ça plusieurs axes qui nous ont permis de monter un projet et qui aboutit à ce master qui s'oriente donc vers des compétences assez larges, puisque à l'issue du M2, qui accueille à la fois des masters 1 issus d'information et de communication, mais plus globalement de sciences humaines et également des sciences du vivant. Donc, c'est aussi quelque chose qui enrichit beaucoup la formation. Donc, les étudiants, ils sont capables de situer les enjeux actuels des questions de santé et d'environnement. Ils sont capables d'identifier des niveaux de langage, d'adapter la communication à des publics identifiés. Ils sont capables de concevoir et d'encadrer des actions de communication. Ils sont capables de piloter des projets en agence de com, dans des ONG, dans des associations, dans des organismes privés ou publics, dans lesquels, généralement, ils réalisent aussi leur alternance.
et ils sont aussi capables de concevoir et d'organiser des événements dans ces secteurs. Voilà, je pense que j'ai assez bien décrit les choses en, j'espère, 5 minutes. Merci beaucoup, Émilie. Anne. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne Taverne. Je suis avant tout une professionnelle de l'accompagnement. Enfin, je suis avant tout, chargée d'accompagnement professionnel et j'intervenais depuis quelques années à l'université au bureau des études transversales pour le cours de DMC, démarche, métiers et compétences. Et ce cours est un cours qui, en fait, aide à accompagner les étudiants dans la préparation de leur projet professionnel. Voilà, donc en fait, moi, mon constat de départ, c'était que mes étudiants prenaient très peu en compte, en fait, la notion de transition écologique et sociale dans leur choix professionnel. Je pense beaucoup par méconnaissance et un peu parce qu'il y avait cette idée dans la société que finalement c'est de l'ordre du champ du politique et que finalement leur moyen d'action à eux était éventuellement l'activisme, la manifestation ou l'activisme pur. Mais je pense qu'ils avaient pas, très peu d'entre eux, investi l'idée que le champ professionnel, non seulement allait être transformé par la transition écologique, mais aussi qu'eux-mêmes pouvaient transformer leur vie professionnelle via leur vie professionnelle via ce choix, via ces connaissances. Voilà, donc en fait, l'idée, ça a été de créer un cours à la fois pour qu'ils connaissent, en fait, pour qu'ils prennent conscience des enjeux énormes qui sont liés aux entreprises dans la transition écologique et sociale, mais aussi tout simplement pour leur donner du pouvoir d'agir. Par rapport aux entreprises, on se rend bien compte, après l'été caniculaire, la guerre en Ukraine, etc., on voit très bien que le gouvernement d'emblée a mis l'accent sur la transition énergétique avec beaucoup de réformes qui sont proposées aux entreprises. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devient très concret, que les étudiants peuvent aujourd'hui toucher du doigt. Mais avant, il y avait d'autres choses, mais qui ne touchaient pas forcément du doigt. Et du coup, l'idée, c'était de leur proposer déjà de se familiariser un tout petit peu avec ce vocabulaire exponentiel, parce que voilà, la transition, forcément, elle a fait apparaître une autre forme d'organisation dans les entreprises, et puis je voulais tout simplement les familiariser avec la notion même d'entreprise à mission, des choses en fait qu'ils allaient entendre, le label Bicorp, ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises, à quoi sert la loi Pacte, ce que c'est qu'une mesure d'impact, comment on mesure l'impact d'une entreprise et puis de quel impact on parle. Alors, leur parler de décroissance, leur parler de sobriété, les amener à chaque fois dans mes cours à faire quelque chose d'interactif. Quand je n'étais pas en distanciel asynchrone, fermez la parenthèse, d'interactif qui permettait aux étudiants de vraiment réfléchir sur finalement des enjeux de société qui allaient les concerner de manière extrêmement claire. Et voilà, en fait, déjà leur montrer que l'entreprise était en train de se transformer, leur parler aussi de l'éco-anxiété pour mettre un peu les pieds dans le plat, et puis essayer de simplement décrypter un petit peu ce que c'était, et puis leur montrer comment finalement un des moyens de la dépasser, c'était justement de passer à l'action, leur parler aussi des freins cognitifs au changement, pourquoi c'est si difficile de changer. Alors, vous voyez bien, tout ça, c'est un balayage un petit peu large, donc mon but, enfin, je veux dire, aucune prétention, ni d'être une économiste, ni à l'exhaustivité, c'est quelque chose que je dis très clairement aux étudiants dès le début, que moi, j'avais une posture qui était une posture professionnelle, c'est-à-dire que voilà, mon boulot, c'est de faire de l'accompagnement professionnel, et que par ailleurs, je suis une citoyenne très investie
sur la question de la transition et que, voilà, c'était vraiment faire de la vulgarisation, une ancienne vie de journaliste pendant plus de 15 ans, faire de la vulgarisation sur des notions, en fait, qui sont très accessibles partout, hein, honnêtement. C'est-à-dire que toutes ces notions, elles sont accessibles sur Internet. Enfin, je veux dire, il y a pas que, mais en revanche, je pense qu'il n'y a pas de... L'information en lien avec la transition est extrêmement explosée partout et que du coup, les étudiants ont beaucoup de mal, en fait, à synthétiser finalement et aller rechercher ce qui va les concerner de manière très concrète. Voilà. Alors, mon but dans ce cours, c'était évidemment de ne pas du tout leur faire peur, de ne pas du tout aller vers l'idée d'une écologie punitive, ce qui n'est absolument pas mon approche, mais au contraire, de leur donner à voir et à rencontrer des personnes inspirantes, de leur donner à voir et à aller voir de manière concrète des initiatives assez... il y a énormément d'innovation dans ce domaine et puis leur montrer que tout ça était quand même assez exaltant. Si on essaie de regarder le côté vert à moitié plein, il y a aussi une invention de la société avec des mots comme utopie qu'on aurait pu employer finalement et leur donner envie d'eux, tout simplement. Voilà un petit peu. En fait, c'était, pour terminer, le mot très important, c'était après que, d'abord, effectivement, qu'ils entrent en connaissance de cause sur le marché du travail en voyant qu'ils pouvaient agir. Et c'était vraiment cette idée de leur donner du pouvoir d'agir. Voilà. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, cette belle présentation. Donc, on va maintenant laisser la place à des collègues de BFM Arts et Médias. Alors, donc, deux collègues de l'Institut d'études théâtrales, Pauline Guillet et Daniel Rutiager, et donc une collègue du cinéma, donc Evgenia Giannori. Normalement, vous avez... Oui, c'est ce que je vais faire. Pouvez-vous prendre place? Bonjour. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Voilà, super. Si c'est le... Tu veux commencer? Je vais commencer si vous voulez. Ok. Bonjour. Alors, je m'appelle Evgenia Giannori, je suis donc maître des conférences au département cinéma et audiovisuel et j'anime avec une collègue, Teresa Castro, un séminaire de master qui s'intitule Cinéma, nature et pensée écologique. Par ailleurs, ma collègue qui n'a pas pu être là aujourd'hui assure aussi un cours en licence sur l'Anthropocène, mais je ne vais pas pouvoir m'attarder sur son programme de cours. En ce qui concerne plus en particulier notre séminaire, qui se déroule cette année pour la deuxième fois, nous avons pensé effectivement à aborder cette question parce que on a fait les constats que nous avons de plus en plus d'étudiants en master qui candidatent avec un projet de recherche qui relève effectivement de cette articulation entre cinéma et pensée écologique pour, voilà, pour le dire assez, sans avoir une spécificité plus en particulier. Donc une sensibilité écologique qui s'articule avec une réflexion autour du cinéma. Donc, à côté de ça, bien sûr, il y a une urgence à aborder toutes ces questions-là et le fait est que notre programme de cours à l'heure actuelle ne propose pas voilà, des cours qui s'engagent dans cette direction. Donc l'idée, en faisant ce séminaire, c'était justement de leur donner des outils conceptuels et aussi
aussi des outils de réflexion pour aborder le cinéma et les représentations. Et dans un deuxième temps, surtout de travailler à la déconstruction d'un certain nombre de stéréotypes et de clichés. Parce que même si la sensibilité était là justement pour aborder la pensée écologique et le cinéma conjointement, on se rend compte que quand même les outils conceptuels et théoriques étaient plutôt travaillés dans un sens, j'ai envie de dire, avec un logiciel un petit peu plus daté. Donc il fallait réactualiser les choses et revisiter un certain nombre de concepts. Donc, c'est un séminaire qui est assez basique, hein, c'est-à-dire, voilà, on travaille beaucoup sur la déconstruction de la conception de la nature, pour le dire très simplement, et sur la déconstruction de ce stéréotype du partage nature-culture. Donc, on aborde donc les conceptions de la nature, d'abord en tant que physis, natura, le wilderness américain, la question du grand partage et de l'après-nature, la question de la Gaïa, mais également un certain nombre de thèmes pour sortir un petit peu du travail autour de concepts, comme par exemple la cabane écologique ou le mauvais herbe. Et bien sûr, un peu, mais on n'a pas malheureusement suffisamment de temps sur le militantisme. Alors, le rapport avec le cinéma consiste dans un premier temps, comme je vous le disais, à déconstruire les représentations. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de aborder dans un premier temps les nouvelles représentations, mais comment on peut revenir sur un certain nombre de films et des représentations et essayer avec les nouveaux outils conceptuels et théoriques, comment on peut les aborder en essayant de voir autrement ce qui se passe à l'intérieur de l'image. Donc, c'est le corpus de films et des représentations qu'on mobilise est assez transversal. Donc, ça peut être le cinéma de fiction, ça peut être le documentaire, ça peut être le cinéma expérimental, l'art documentaire ou l'art contemporain, la vidéo. Et c'est assez intéressant de voir effectivement comment c'est pas du tout un travail simple et facile, même si on a cette sensibilité de départ effectivement vis-à-vis de la pensée écologique. Lorsqu'il s'agit d'analyser les images, comme je vous le disais, les étudiants procèdent à cette analyse avec le vieux outil. Donc, pour arriver à travailler de manière un petit peu plus concrète sur cette déconstruction des représentations, nous avons décidé de leur proposer un certain nombre de textes, voilà, c'est une petite bibliographie très réduite, et en leur demandant de mettre en rapport ce texte avec un objet audiovisuel, filmique, une série, une séquence. Donc, en quelque sorte, les inciter, les inviter à rentrer à l'intérieur de l'ouvrage, à les lire, mais pas seulement à faire une fiche de lecture, mais à sélectionner effectivement une proposition théorique, un concept, une hypothèse qu'ils pourraient éventuellement mettre en lien avec un objet filmique et qui est déjà connu, hein, un objet filmique qu'on aurait déjà analysé maintes fois, mais avec d'autres concepts et avec une autre visée, d'autres attentes. L'année dernière, donc, voilà, c'était assez intéressant de voir le résultat justement de cette expérimentation. Donc, nous sommes à l'attente de ce qui va se passer cette année, mais d'ores et déjà, c'est vrai que c'est un séminaire qui, voilà, déjà pour nous, c'est très nouveau parce que ce ne sont pas seulement les étudiants qui travaillent avec le vieux logiciel, mais je pense que nous aussi, en tant qu'enseignants, c'est très difficile de se mettre justement en question parce que très souvent aussi, on a de manière très automatique, presque tendance à revenir sur voilà, solliciter les choses qui émanent de notre zone de confort plutôt. Donc, de se mettre en question soi-même et voilà, et d'être en dialogue avec les étudiants qui voilà, peuvent parfois nous proposer des articulations entre les ouvrages et les films qui sont assez intéressantes. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette mise en question en particulier, parce que je vois que ça fait partie effectivement d'une des questions très importantes,
c'est est-ce qu'on change notre manière d'enseigner? Moi, je n'ai pas encore constaté des grands changements, malheureusement. C'est vrai qu'on pratique de plus en plus cette idée de partager les cours avec d'autres collègues et qui soit, voilà, travaillent un petit peu sur les mêmes objets ou de la même façon, avec la même méthode de travail et d'analyse, soit solliciter effectivement des collègues qui ont d'autres démarches d'enseignement et de questionnement des films. Donc, est-ce que ça pourrait être un point de départ? Je l'espère, mais pour le moment, je suis personnellement au stade de la mise en question. Voilà, au théâtre. Bonjour, je m'appelle Pauline Guillier. Moi, je donne un cours en L3 pour la 2e année consécutive donc en théâtre, qui s'appelle « À la recherche d'un écodrame », composé de nouvelles partitions, explorer de nouveaux territoires. Donc, comme le nom du cours l'indique, c'est une recherche. Donc, moi, ce n'est pas un séminaire de master, mais ça reste quand même assez expérimental. Moi, je suis venue avec cette notion d'écodrame que vraiment on teste en fait de plein de façons différentes. Je suis venue avec voilà, mes questionnements personnels, mes questionnements de recherche. Je suis encore assez jeune enseignante. Et la question de savoir donc, ce que la crise écologique faisait au théâtre et en tout cas aux catégories conventionnelles de dramaturgie. En fait, on travaille que sur des textes. On travaille sur des textes d'autrices vivantes. J'ai autrice parce qu'il y a quasiment que des femmes. Et voilà, et on essaie de voir, donc d'abord avant de peut-être construire de nouvelles représentations, on fait beaucoup de déconstruction et de déconstruction des outils voilà, d'analyse de dramaturgie textuelle, donc la fable, le personnage, la notion d'espace-temps, les jeux d'aisselle, qui parlent sur une scène de théâtre. Voilà, comment représenter l'humain, le non-humain. Et à partir de là, on essaie de voir comment, donc, en traversant plusieurs textes et plusieurs gestes d'écriture, on propose, avec plus ou moins de succès, de nouvelles histoires, de nouveaux récits, de nouvelles représentations. Je trouve que les étudiants et les étudiantes sont assez demandeurs. C'est la 2e année de suite que ce cours s'ouvre aussi sur une question que moi, je n'ai pas du tout envie d'évacuer, qui est à quoi ça sert de faire encore du théâtre, en fait, quand le monde brûle. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de colère et beaucoup d'impuissance parfois en face, et que je partage d'ailleurs. Et ce cours, il repose sur le postulat que je pense qu'on partage, que les artistes ont le pouvoir de proposer justement de nouvelles représentations et de retremper nos modes d'attention au vivant, nos modes d'échange, de construction du monde. Ce cours, moi, je le trouve hyper intéressant aussi parce que, en fait, ces questions, évidemment qu'on a des entrées qui sont déjà transdisciplinaires, parce qu'en réalité, il y a assez peu de littérature scientifique du point de vue des études théâtrales. Donc, ça leur permet aussi de donner énormément d'ouverture sur l'anthropologie. En fait, on travaille avec plein de concepts qui viennent de disciplines différentes, de la philosophie, de la sociologie, parfois des sciences physiques. De faire une place, en tout cas, dans nos outils, nos catégories d'analyse aux affects qui ont parfois peu. Et aussi à la possibilité d'un échec. Que peut-être ces reconfigurations dramaturgiques, elles ne fonctionnent pas et peut-être que les outils qu'on teste ne fonctionnent pas non plus. Quelqu'un, il faudra juste en trouver d'autres. Et, et dans la façon de travailler, je pense que ça passe aussi par des exercices, passer par des exercices d'écriture créative, donc par des détours de fictionnalisation. Donc, à la fois leur donner des outils conceptuels de différents champs disciplinaires, des analyses dramaturgiques déconstruites, reconstruites, mais aussi de l'écriture. Et cette année, j'aimerais bien essayer, par rapport à l'année dernière, de leur proposer qu'il y ait une trace commune de cette réflexion, peut-être sous la forme d'un manifeste, parce que beaucoup de penseurs, penseuses critiques des années 90, notamment, je pense à Oona Chowdhury, ont écrit des manifestes, notamment le Climate Lens. Et je m'étais dit que peut-être ce serait chouette d'avoir le manifeste des étudiants et étudiantes de Paris 3 de l'IET.
Et donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Daniel Rettiaguer, j'interviens aussi à l'Institut d'études théâtrales. Et comme Pauline l'a indiqué, je pense que c'est la même chose aussi pour le département de cinéma audiovisuel, il y a une interdisciplinarité. Donc avec, en l'occurrence, moi je suis plutôt socio-économiste, Pauline travaille plutôt dans le domaine de l'esthétique, la philosophie de l'esthétique, une partie, on s'intéresse aussi à la sociologie, etc. Voilà. Et donc, le principe, c'est effectivement des enseignements qui sont adressés à la recherche. Et du côté de mes recherches, j'ai toujours à cœur de travailler avec les professionnels, donc pour analyser leurs pratiques et leurs représentations. Par conséquent, la façon d'intégrer la réflexion donc, sur la transition écologique est aussi en prise avec les prises de conscience et les pratiques des professionnels. Alors, en ce qui concerne la transition écologique, en fait, elle ne peut pas se concevoir sans une transition sociale, sans une justice sociale, puisque de fait, si on se réfère aux travaux du laboratoire des inégalités mondiales, les 1% de la population les plus riches sont responsables de l'émission de 16,7% des émissions de gaz carbonique à eux seuls, et les 50% les plus pauvres, 12,7%. Par conséquent, si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire réduire, limiter la hausse de la température à 1,4 degré, 1,5 degré, pardon, donc il faudrait qu'on passe de l'émission en moyenne de 6,6 tonnes de gaz carbonique à 1,4 tonnes. Par conséquent, l'effort il est très limité pour les 50% les plus pauvres, et par contre, pour les 10% les plus riches, là, il y a une réduction radicale de l'ordre de 67 ou 87%, 87% aux États-Unis ou 67% pour la France. Donc ça, ce sont les enjeux. Et du côté des pratiques professionnelles, il y a effectivement un travail qui a été mené par le Shift Project, donc, destiné à proposer un plan de transformation de l'économie française, vaste ambition, et qui, donc justement, dans le domaine de la culture, a analysé effectivement la source principale des émissions de gaz carbonique, donc la source principale d'empreinte environnementale, ce sont les déplacements des spectateurs et des artistes. Par conséquent, si on veut minimiser l'empreinte environnementale, on peut passer d'un schéma de grande accélération, par la grande transition, à un schéma de grand ralentissement. Et essayer de développer des relations de plus longue durée sur les territoires, une présence de plus longue durée des artistes, des équipes artistiques sur les territoires, et également limiter les jauges des spectacles, de façon à limiter aussi les flux de spectateurs. Et également s'engager aussi dans une éco-conception, c'est-à-dire d'un point de vue artistique, comment aussi on travaille avec des matériaux pour limiter cette empreinte environnementale. Avec tous les débats forcément qui sont liés à cette éco-conception. Et que par rapport à cet objectif, il y a des obstacles systémiques de fond, c'est-à-dire qu'il y a une logique concurrentielle. C'est-à-dire que pour défendre sa visibilité professionnelle et donc sa réputation corporative et médiatique, il faut créer de nouveaux spectacles. Et donc, chercher à diffuser le plus possible, diffuser aussi à l'international pour être pris davantage au sérieux. Et en ayant une meilleure réputation, on a plus de facilité à obtenir des moyens de production. Donc là, il y a une contre-force systémique. Par conséquent, si on veut avancer, un enjeu fondamental, effectivement, c'est la formation, de façon à modifier les représentations sociales des jeunes gens, mais aussi des professionnels, des élus, etc. Voilà, donc, grosso modo, comment j'inscris ma démarche de recherche dans un groupe de recherche qui s'appelle Topologique, dans le cadre de l'Institut de recherche en études théâtrales. Donc, on travaille sur les lieux, mais donc, la notion de transition écologique fait partie aussi, comme la transition numérique aussi fait partie de nos objets de recherche. On va travailler un petit peu avec les étudiants. Est-ce qu'on accepte Oui, on l'accepte. Delphine? Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, j'invite à venir Xavier Garnier, donc, du département LLFL, qui va nous présenter ses recherches en
Voilà. Merci Xavier. Voilà, donc effectivement, moi je suis en littérature, donc j'aurais participé au panel précédent pour dire un petit peu ce que je fais. Moi je suis africaniste, donc je travaille beaucoup sur les littératures africaines. Mais depuis une dizaine d'années, je m'intéresse, je me suis d'abord intéressé aux questions spatiales et puis de plus en plus aux questions écologiques. J'ai un séminaire de master qui s'appelle Éco-poétique postcoloniale. Donc, quand on est sur les littératures du Sud, la question coloniale est importante. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puisqu'il y a des questions de justice environnementale. C'est un petit peu souvent du Sud que ces questions-là ont été posées pour des raisons qui ont été dites à vous, qui vous préoccupez beaucoup d'écologie, mais vous, le Nord, c'est vous qui êtes largement responsable de la situation dans laquelle on est, et vous nous demandez maintenant, nous, de faire des efforts, alors que nous ne sommes pas responsables. Donc, c'est des questions géopolitiques importantes, mais qui peuvent nourrir les approches littéraires. Mais je vais me centrer sur ce qu'on fait avec les étudiants et comment je vois, qu'est-ce que ça peut changer à la façon de faire des études littéraires. Puisqu'on vient de parler aussi des questions énergie, c'est une entrée, moi, qui m'intéresse beaucoup pour une raison de parcours personnel, c'est la question de... Mais qui est aussi une question qui a été, bon, qui est bien sûr centrale, la question de la consommation d'énergie et la transition énergétique fait partie des problèmes écologiques liés aux questions climatiques. Et souvent, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va accepter la décroissance, comment est-ce qu'on va accepter l'idée qu'il va falloir qu'on consomme moins d'énergie parce que c'est nécessaire. Et une des idées, une des pistes que j'ai par rapport aux études littéraires, c'est que finalement, pour accepter ça, il va nous falloir beaucoup d'énergie. Faire passer des millions de personnes, et particulièrement au Nord, et faire accepter l'idée qu'on va changer nos modes de vie, ça va nous demander une énorme énergie, alors, qualifions-la comme on veut, spirituelle, mentale, culturelle. Et là, il me semble que les études littéraires et artistiques ont leur mot à dire. C'est-à-dire que c'est pas tellement, finalement, de changer nos représentations, mais de nous donner le courage, d'une certaine façon, et il me semble qu'il y a dans les œuvres littéraires quelque chose qui est stocké. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est disponible, qui est à notre disposition. Un des universitaires américains qui a inventé le mot éco-criticisme, qui s'appelle William Rickert, a un discours, c'est dans un article qui est à disposition, qui est très fascinant, parce que c'est un article qui ne parle que de questions d'énergie, et il dit qu'un poème, c'est de l'énergie stockée. C'est dans ce moment d'entropie qui amène le monde à la déliaison, et ben, les artistes et les créateurs, ils captent de l'énergie, et à nous, en classe, donc dans nos enseignements, de libérer cette énergie, et non seulement de la libérer, mais de la démultiplier. Donc, il y a un autre philosophe qui est mort récemment, il y a 2 ans, je crois, Bernard Stiegler, qui parlait aussi de ça, de la culture comme processus négantropique. C'est-à-dire que par les rituels, par des associations, par des communications, par la création culturelle collective, on peut réinjecter d'une certaine façon de l'énergie dans la biosphère. Alors, vous allez me dire, c'est un discours philosophique complètement abstrait, mais bon, les artistes travaillent souvent sur des grandes notions, des grandes catégories comme ça qui peuvent paraître difficiles à traduire en bon, maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? Il me semble que malgré tout, concrètement, c'est un peu ce qu'on éprouve tous, ceux qui sont enseignants. Enfin, on arrive assez fatigué en début de journée, ou un petit peu en train dans les pieds, et on sort d'un cours rechargé d'énergie. Il s'est passé quelque chose, alors pas forcément parce qu'on a travaillé autour d'un poème, mais il y a eu quelque chose de l'ordre du collectif qui fait qu'il y a de la rechargement. Donc, il y a quelque chose qui se recharge. Alors, sur les études littéraires, pour moi, qu'est-ce que ça change, la façon dont on aborde les textes, particulièrement au Nord, quelque chose alors qu'on doit interroger, c'est la façon dont ce qu'on a fait de la littérature, la façon dont on a patrimonialisé la littérature, dont on l'a canonisée, dont on l'a hiérarchisée. Et ça, il me semble que c'est quelque chose, d'abord, que les jeunes ils ont peut-être de l'éco-anxiété, ils ont des préoccupations écologiques fortes, et moi, je connecterais ça au fait qu'ils sont plus tellement intéressés de savoir qu'un tel est un plus grand auteur que l'autre, et que cette histoire de bagage culturel dont on voit trop bien qui sert d'une certaine façon à imposer un ordre social et des dominations sociales, celui qui est cultivé à pouvoir d'une certaine façon, ça a été bien analysé. Donc ils n'ont pas cette attente-là.
Donc, comment travailler les œuvres littéraires et les textes en classe et les œuvres en classe? Ne les abandonnons pas, n'abandonnons rien. Simplement, n'entrons pas dans l'étude des textes en disant voilà, ça c'est un monument et on va apprendre à décrire ce monument, à l'observer. Donc là, qu'est-ce que serait pour moi une approche éco-poétique, une approche qui serait en phase? C'est-à-dire, entrons dans ce monument, d'accord, de la façon la plus fine possible, suivons les phrases, faisons tout le travail qu'on sait faire en tant que littéraire, mais avec cette idée que ce monument va nous servir à se connecter au monde, va nous servir à voir le monde. Voyons, voilà, là il y a une petite tourelle, et dans cette petite tourelle, il y a une ouverture, et comment je vois le monde? Et d'une certaine façon, les grandes œuvres sont des œuvres qui n'ont... C'est pour ça qu'il y a un matériau énorme qu'il ne faut pas, et là, de l'Antiquité à nos jours, qui sont des œuvres qui vont nous permettre de nous reconnecter au monde si on part du principe que la crise écologique, c'est aussi une crise, comme dit Baptiste Morisot, un philosophe assez productif sur ces questions, une crise de la sensibilité. C'est une crise où on a perdu, on ne sait plus entendre. Alors, on parlait, James Costa parlait de communication et qu'il fallait qu'on sache ce qu'on dit quand on dit communication, mais enfin, bon, alors, de façon très grossière, on n'est plus à l'écoute du monde. Il y a un texte, moi, qui me perturbe et qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est la réponse qu'un écrivain du Nigeria, qui s'appelle Chinua Achebe, a fait sur la façon dont on panthéonise en Occident Conrad et Au cœur des ténèbres, qui est effectivement un grand roman. Mais lui, il commence son texte de façon guerrière en disant Conrad est un fief raciste, et il termine le texte en disant une œuvre qui condamne à l'inhumanité une moitié de la population ne peut pas être considérée comme une grande œuvre. Parce qu'il considère, et là on ne peut pas le nier, qu'il déshumanise, même si l'Occident fait son autocritique dans cette œuvre, qu'il déshumanise toute une population. Et donc, qu'est-ce que ça serait de faire une lecture éco-poétique de ce texte? C'est de voir aussi ce point d'aveuglement et de voir que là, il n'y a pas l'attention, il n'y a pas le clair, il n'y a pas l'attention qui a été portée à la forêt congolaise et à ses habitants, et qui a eu d'une certaine façon une grande violence qui a été faite. Donc voilà, je ne vais pas aller plus longtemps mais on essaie de travailler au maximum pour le dossier de recherche de façon collective. Je cite juste le collectif sur lequel on travaille pour ceux qui veulent aller voir les sites qu'on a, qui s'appelle le collectif Zones Zadir, et qui a comme intitulé pour une éco-poétique transculturelle, donc qui rassemble des gens qui travaillent sur plusieurs parties du monde, du sud global, mais pas seulement. Merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Merci beaucoup pour tes propos sur l'importance de la littérature, des arts généralement, mais voilà, c'est bien de le rappeler et de savoir que les penseurs croient aussi que c'est très important. Alors, on va prendre un temps de discussion, très bref, non? On écoute la personne, d'accord. Alors, je suis désolée. On discute après. On discute après. Déjà 50 minutes de retard. D'accord, oui, on a du retard, on a eu des problèmes techniques. Donc, nous allons passer la parole en ligne à Madame Delphine Pomeray, qui est la directrice de l'UVED, de la Fondation UVED, c'est-à-dire l'Université virtuelle de l'environnement et du développement durable. Et Madame Pomeray va nous présenter cet organisme. Voilà, c'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Vous nous entendez bien? Non. Non? Oui, c'est bon. Plutôt bien. Plutôt bien. Écoutez, je vais être accompagnée de quelques collègues de l'UVED. On va vous faire une présentation à plusieurs voix pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc, on est heureux de vous présenter la Fondation UVED, pour laquelle l'Université Sorbonne Nouvelle est membre associé depuis peu. Donc voilà, donc UVED est structurée en fondation partenariale et qui a pour mission donc de favoriser l'accès libre et gratuit au savoir dans le domaine de l'environnement, du développement durable, de la transition écologique, d'outiller au mieux les enseignants pour qu'ils se forment et qu'ils puissent former leurs étudiants aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et puis, c'est bien sûr d'accompagner les établissements à intégrer tous ces enjeux dans les enseignements.
est-ce qu'on a la main sur le diaporama? Alors, pas encore, mais on est parti chercher de l'aide. Ah, d'accord. Voilà. Ah, pardon, d'accord. Alors, on va d'abord, donc, la présentation donc, est découpée en plusieurs parties. D'abord, la première partie, on souhaitait vous faire découvrir l'offre d'UVED. En fait, UVED, c'est d'abord des ressources pédagogiques numériques dans tous les champs de l'environnement et de la transition écologique qui sont mises à disposition des enseignants et des enseignants-chercheurs pour qu'ils les utilisent comme support à leurs enseignements ou qu'ils les prescrivent à leurs étudiants comme complément de cours. Donc, UVED, c'est à ce jour près de 1000 ressources mutualisées, plus de 2000 ressources labellisées. Alors, on entend par ressources labellisées UVED les ressources qui font l'objet d'une expertise scientifique, pédagogique et technique. Et par ressources mutualisées, les ressources existantes produites par les établissements et qu'ils acceptent en fait de valoriser et de partager. Parce que UVED a aussi pour mission de recenser et de référencer les ressources existantes en vue d'offrir une visibilité nationale et internationale aux productions des établissements et de contribuer ainsi à la valorisation en fait du patrimoine pédagogique numérique du domaine. Alors, au-delà des ressources pédagogiques numériques, UVED met aussi à disposition des outils pédagogiques, comme par exemple des tests de positionnement. On en a réalisé 3 à ce jour. Ils sont composés chacun d'une vingtaine de questions. Ils sont de niveaux variés, débutants, intermédiaires, avancés. Ils sont disponibles en libre accès et ils servent à tester, bien sûr, les connaissances sur la transition écologique. Donc, en fait, il s'agit à la fois de tests d'auto-formation, d'auto-évaluation, mais ils peuvent être bien entendu utilisés par des enseignants-chercheurs et prescrits à des étudiants. Nous mettons aussi à disposition des dossiers pédagogiques qui sont en fait des assemblages de ressources UVED sur un sujet en particulier. On en a réalisé 3 à ce jour. Ce sont des dossiers, en fait, qui sont des parcours de formation. Il y en a un sur les connaissances de base, les enjeux d'environnement et de transition écologique, et qui peut faire office de socle de connaissances en attendant celui sur l'Anthropocène. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Il y en a un pour mieux former aux enjeux environnementaux, et il y en a un qui, avec une sélection de ressources UVED classées par mention de licence. Nous mettons aussi à disposition une roue des ODD qui permet de retrouver des ressources UVED classées par ODD, mais également des ressources sur les ODD en général, voilà, leur présentation, la vision, leurs principes. Nous mettons aussi à disposition un outil d'aide à l'orientation et à la réorientation. En fait, ça permet d'aider et d'accompagner les lycéens et les étudiants qui s'interrogent sur leur orientation, leur réorientation, leur insertion professionnelle. Donc, dans cet outil, ils peuvent y trouver des formations, puisque l'offre de formation des établissements y est valorisée. Ils peuvent y trouver des métiers dans le domaine de l'environnement et de la transition écologique. Et il faut savoir que c'est un outil donc, qui est régulièrement actualisé, notamment en rapport avec le MOOC qu'UVED a produit et coordonné sur les métiers de la transition écologique et dont la session 4, qui a été revue et enrichie, a débuté au début du mois là, sur la plateforme Fun. Et puis 2 autres outils encore, 3 autres. Des podcasts, on met à disposition des podcasts. Il s'agit des fichiers audio, en fait, des vidéos des MOOC. Des focus, ce sont des documents numériques disponibles aussi en PDF qui mettent en avant, en fait, une sélection de ressources à la fois labellisées UVED et mutualisées autour d'une thématique choisie. Et puis enfin, une cartographie des initiatives, puisque bon, vous le savez, ces dernières années, beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont mis en place des démarches, ont impulsé des dynamiques de changement en matière de transition écologique et sociale au sein de leur établissement. Et il y a donc beaucoup d'initiatives qui s'opèrent au niveau de l'enseignement, de la stratégie d'établissement, sur le campus, dans les projets des étudiants, etc. Donc, c'est tout ce panorama de démarches, d'initiatives déjà engagées qu'UVED souhaite valoriser et rendre visible à travers une cartographie afin d'encourager en fait d'autres établissements à enclencher cette dynamique. Donc, il y a plus de 250 initiatives qui sont actuellement recensées donc, dans cette cartographie.
Alors, Laïla va vous présenter la fiche type qui pourrait donc être, qui est valorisée en fait dans cette cartographie et qui vous donne un exemple en fait d'initiative. Donc, c'est vrai qu'actuellement, nous n'avons pas recensé d'initiatives dans ce domaine de l'Université Sorbonne Nouvelle, mais nous vous invitons du coup à nous informer des initiatives prises. Donc, j'ai pris l'exemple de l'école ESCP Business School parce qu'il fait partie de l'Alliance Sorbonne. Donc, en fait, c'est une école qui a pour objectif de former 100% de ses étudiants des programmes généralistes aux enjeux climat et développement durable. Et donc, elle met en place plusieurs mesures, dont notamment un cours obligatoire co-construit par des experts scientifiques. Donc, chaque fiche, voilà, en fait, on détaille l'initiative et on renvoie vers la page du site web qui détaille l'initiative. Donc, au-delà des ressources, des outils que je vous ai présentés, on voulait aussi vous parler des MOOC, parce qu'UVED a aussi pour mission, en fait, de démocratiser l'accès au savoir. Et donc, UVED s'est engagé dès 2014 dans la production et la coordination de cours en ligne gratuits, ouverts à tous. Donc, à ce jour, on en a produit et coordonné 13. Allez, on va dire 14, puisqu'il y en a un 14e qui est en cours de production sur l'arbre, piloté scientifiquement par Francis Allais, et qui démarrera le 2 janvier sur la plateforme Fun. Donc, 14 MOOC sur les grands défis sociétaux et problématiques environnementales, dans une approche, en fait, originale, assez atypique dans le paysage des MOOC, puisque c'est une démarche pluri-établissement, pluridisciplinaire, pluri-acteur et donc pluripartenaire. Chaque MOOC réunit, en fait, plusieurs enseignants-chercheurs issus d'établissements différents. Donc, cette spécificité s'est traduite par la mobilisation de plus de 400 enseignants-chercheurs issus de près de 200 établissements différents et ça totalise là plus de 600 grains audiovisuels à ce jour et près de 220 000 apprenants aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que dans le domaine de l'environnement, UVED est un des gros producteurs donc sur la plateforme Fun. Et puis pour terminer donc cette partie, c'est vrai que UVED, en fait, on voulait parler du projet bien sûr de socle commun de connaissances et de compétences transversales sur l'anthropocène, puisque UVED a été lauréate de l'AMI Émergence pour produire ce socle. En fait, c'est un projet qui s'inscrit dans la lignée du rapport Jouzel-Abadi et qui consiste à réaliser un enseignement commun sur l'anthropocène à destination de tous les étudiants de niveau Bac+2, toutes disciplines confondues, et qui leur donnera en fait des éléments de réflexion et de questionnement sur les problèmes et les enjeux liés à l'anthropocène, ainsi que les solutions et les actions donc possibles. Tout ça dans une approche systémique. Alors, ce socle qui devrait être prêt pour la rentrée universitaire 2023, eh bien, permettra à tous les établissements de disposer d'un enseignement de référence, donc d'avoir une culture générale partagée. À tous les enseignants, eh bien, d'avoir un socle sur lequel se baser, des idées d'activités pédagogiques pour le travailler avec les étudiants, puisque ce ne sera pas que du 100% en ligne, bien entendu, hein, ce n'est qu'un support pédagogique ou qui accompagnera le présentiel, mais un socle en même temps qui permettra de se l'approprier, en fait, de l'adapter à l'approche pédagogique de l'enseignant. Et puis, ça permettra à tous les étudiants eh bien, d'avoir des connaissances de base et de pouvoir valider leurs acquis. Donc, on va passer sur une deuxième partie maintenant où on va vous montrer comment trouver les ressources et les formations UVED, puisque vous allez voir, on multiplie les portes d'accès et les types de ressources, bien sûr. Donc, les ressources pédagogiques et les formations numériques qu'UVED produit et coordonne sont disponibles à différents points d'accès que je vais vous présenter et détailler par la suite. Donc, elles sont accessibles sur le portail UVED, sur les chaînes de diffusion canal UVED, YouTube UVED, sur la plateforme Moodle d'UVED et sur la plateforme de Fun. Donc, Fun, c'est une plateforme de MOOC qui héberge les MOOC qu'UVED produit et coordonne.
Donc voici la page d'accueil du portail d'UVED. Donc ces ressources sont accessibles dès la page d'accueil, identifiées par des pictogrammes. Ces ressources sont accessibles soit par entrée thématique, soit par ODD, soit par mention de licence, soit par typologie de ressources. Donc, les différents types de ressources que vous pouvez trouver, il y a des parcours thématiques, il y a des grains pédagogiques audiovisuels, des grains pédagogiques numériques, des ressources de type pédagogie active, des vidéos et des collections de vidéos, des modules de formation ou des collections de grains numériques, des ressources en langue étrangère et vous pouvez également voir les projets qui sont en cours de production. Donc, au-delà d'un classement par type de ressources qui facilite la recherche, vous pouvez rechercher et trouver les ressources donc par entrée thématique, par entrée disciplinaire et également par un filtre pour une recherche plus précise. Lorsque les ressources pédagogiques sont des vidéos ou des collections de vidéos, elles sont donc disponibles sur les deux chaînes de diffusion d'UVED qui sont Canal UVED et la chaîne YouTube UVED. Alors, j'ai l'impression que Gabriel a un problème de micro. On ne l'entend pas. Alors, je vais prendre la suite. Donc, en fait, à moins que Gabriel, ça revienne. Je pense que ça va revenir. Ouais, alors. Voilà. Alors, UVED a lancé l'année dernière. Non, il y a de très mauvais. Non. Enlève le micro. En fait, UVED a lancé l'année dernière sa plateforme Moodle. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de permettre aux établissements de récupérer les contenus des MOOC et des autres ressources UVED pour les rapatrier et les intégrer rapidement et facilement dans leur propre plateforme Moodle. Et donc, de faciliter de fait leur appropriation, leur réappropriation, leurs usages par les enseignants. Donc, il y a actuellement 29 éléments de cours. Donc, on ne va pas tous les détailler, mais on vous invite à aller regarder la plateforme Moodle UVED puisque tout est en libre accès ou en tout cas la consultation. Donc, il faut noter que les parcours thématiques d'UVED, qui sont composés des vidéos des MOOC UVED, ont été intégrés en 2 niveaux chacun, un niveau débutant et un niveau approfondi. Les activités pédagogiques associées à ces parcours sont intégrées progressivement sur la plateforme, donc qu'il s'agisse des quiz, de devoirs évalués par les pairs, de ressources complémentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les MOOC, fonctionnent par session, avec une date de début et de fin. Je vous disais tout à l'heure que les MOOC, sont lancés sur la plateforme et sont joués sur la plateforme Fun. Actuellement, il y a 2 MOOC d'ouverts, un sur les ODD et les Outre-mer, donc ouvert jusqu'à fin décembre 2022, et un sur les métiers de la transition écologique. D'autres sont terminés depuis juillet dernier. Donc, on ne peut pas proposer tout de suite et à chaque fois une session pour chacun des MOOC, puisque les nouvelles sessions que propose UVED, elles sont toutes retravaillées, enrichies, revues et corrigées. Et aussi parce que certains MOOC ne font pas l'objet forcément de nouvelles sessions. Donc, du coup, ce qu'il faut, pour bien comprendre, lorsqu'un MOOC n'a pas de session ouverte sur Fun, l'ensemble des vidéos d'un MOOC, donc sans les activités pédagogiques, hormis pour le Moodle, se retrouvent sous forme de parcours disponibles à la fois sur le portail d'UVED, sur la chaîne YouTube UVED et sur le Moodle UVED, comme on vient de vous le dire. Et donc, pour faciliter et donc développer les usages, UVED a décidé d'indexer, de mettre à disposition aussi bien l'ensemble des vidéos sous forme de parcours, mais également les vidéos qui composent une semaine de MOOC. Pourquoi ? Parce qu'une semaine égale une thématique et donc plusieurs sujets évoqués et donc plusieurs vidéos. Et également de mettre à disposition chacune des vidéos, c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de grains audiovisuels,
Donc, puisqu'une vidéo égale un sujet. Voilà. Donc après vous avoir parlé, de vous avoir présenté l'offre d'UVED, de vous avoir montré comment et où trouver toutes ces ressources et toutes les formations UVED, on voulait donc dans cette partie vous donner un petit peu une vue d'ensemble des thèmes et d'avoir quelques repères dans la grande diversité des sujets donc proposés par UVED. Donc c'est vrai qu'on propose quand même des ressources, beaucoup de ressources pédagogiques numériques sur des thèmes et des sujets très variés. Et donc, c'est vrai que par rapport à vos besoins, il est évident que certains sujets sont tout particulièrement susceptibles de vous intéresser. Donc, une partie des ressources d'UVED porte sur les enjeux environnementaux, qu'il s'agisse en fait des différentes limites planétaires ou bien des questions de finitude des ressources naturelles. Donc, pour cela, on vous propose actuellement un dossier pédagogique assez général sur ces grands enjeux environnementaux, ainsi que des parcours plus spécifiques sur la biodiversité, sur le climat, sur l'océan. Donc, à noter que la question de la biodiversité fait l'objet en fait d'une attention toute particulière avec des thèmes comme son adaptation au changement global, la relation humain-animaux ou encore l'arbre, puisque je vous disais qu'il y a un MOOC sur l'arbre, sur les arbres, qui est en cours de production et qui fera l'objet d'une session de MOOC en début d'année 2023. Donc voilà, donc ces ressources, elles ont plusieurs intérêts pédagogiques: comprendre ce dont on parle, apporter en fait des ordres de grandeur, appréhender les dynamiques actuelles, les projections pour l'avenir et bien sûr comprendre les liens entre ces différents enjeux. Une autre partie des ressources d'UVED porte sur le concept de développement durable qui est sur le devant de la scène avec l'agenda 2030 des Nations Unies et les 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable. Donc là, nous vous proposons actuellement 3 parcours. Un qui s'intitule Environnement, développement durable, un autre qui s'appelle Objectifs de développement durable et un autre aussi, donc Outre-mer et ODD. Ainsi que la roue des ODD dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui propose en fait une sélection de ressources pour chacun des 17 objectifs. Alors, les intérêts pédagogiques de ces ressources sont multiples, puisqu'elles permettent de comprendre ce concept de développement durable et son origine, d'en appréhender les acceptions par différents types d'acteurs ou encore de réfléchir à des aspects comme les synergies et les antagonismes entre ODD. Une partie des ressources d'UVED porte sur plusieurs approches opérationnelles qui pourraient permettre de relever ces grands défis de développement durable, ce qu'on appelle les grandes transitions. Donc, on vous propose des parcours sur des thèmes comme l'économie circulaire, la transition énergétique, l'ingénierie écologique, l'agroécologie. Donc là, les intérêts pédagogiques de ces ressources, elles sont multiples puisqu'elles permettent de définir ces approches, d'en appréhender les concepts sous-jacents, de découvrir des exemples de réalisation et de comprendre quelles en sont les clés du succès. Voilà, mais il existe bien entendu bien d'autres thématiques, bien d'autres sujets. Et donc, on met en avant cette diversité de sujets et d'approches par l'intermédiaire notamment des focus ou des dossiers pédagogiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. À noter quand même l'existence de ressources UVED sur la thématique de l'éducation à l'environnement et au développement durable, puisqu'UVED a produit et coordonné un MOOC sur cette thématique. Donc, l'objectif est d'une part de questionner la forme et la finalité de tels enseignements et d'autre part de montrer des pratiques pédagogiques innovantes liées à l'éducation au développement durable. Voilà, une dernière partie pour vous montrer comment, en fait, récupérer, utiliser, intégrer toutes les ressources et les formations d'UVED. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que toutes les ressources produites par UVED sont proposées sous licence Creative Commons. Ce qui veut dire que l'usage des ressources, elle est possible en formation initiale pour tous les établissements. Et donc, pour la formation continue ou professionnelle, là, les modalités d'usage sont à déterminer et doivent faire l'objet d'un contrat qui définit les conditions d'usage et de commercialisation.
Au niveau des usages, eh bien, en fait, les retours d'usage que nous avons des enseignants-chercheurs, des établissements, ils sont de plus en plus nombreux et ils prennent aussi des formes variées. Alors, il y a bien sûr des usages ponctuels, voilà, mobilisant une ressource ou un parcours, un enseignant dans une formation donnée. Alors, ça peut être sous la forme de classe inversée, de présentiel enrichi, de formation à distance. Mais il y a surtout et de plus en plus des usages à une échelle beaucoup plus large, celle de l'établissement. Et parce qu'avant tout, les démarches et les stratégies d'établissement se sont substituées aux initiatives personnelles et individuelles. Donc, les contenus et les formations clés en main, en fait, mis à disposition via la plateforme Moodle UVED, ont facilité, en fait, et aidé les établissements dans leur stratégie de passage à l'échelle, par exemple. Et dans le cadre, par exemple, de la sensibilisation ou de la formation des étudiants aux enjeux d'environnement, de transition et de développement durable, on a des établissements qui s'appuient sur nos parcours dans leur intégralité. Donc, les étudiants doivent, par exemple, consulter les ressources pédagogiques et des temps d'échange sont programmés, en fait, pour mettre en discussion ce qui a été vu. Et c'est le cas de l'Université de Rennes 1, qui, par exemple, a fait cela depuis, ou qui fait cela depuis 2 ans, avec le parcours, avec le MOOC sur les objectifs de développement durable. Ils ont récupéré le parcours sur leur plateforme Moodle, l'ont adapté, l'ont personnalisé. L'idée étant d'aboutir à la sensibilisation de tous les étudiants de niveau L1 et L2 d'ici 2024. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et je pourrais aussi donner plein d'autres exemples. On observe aussi quand même que de plus en plus d'établissements s'appuient sur les ressources UVED pour construire ou reconstruire des formations, mettre en place des UE, voilà, ou former leur personnel. Voilà, donc vraiment pour dire que les finalités, les modalités des usages sont très variables. Voilà. Alors, à noter que pour quasiment tous les parcours proposés, nous avons défini des objectifs d'apprentissage, que ce soit à l'échelle de chacune des vidéos, de chacune des parties, donc semaine, ou de la formation dans son intégralité. Et ça, c'est vrai que ça a favorisé donc, le développement des usages également. Gabriel, toujours pas de son? Je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Donc, quand vous êtes sur le Moodle d'UVED, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de la plateforme, en fait, les parcours, ils sont visibles pour tous. Ils sont librement accessibles sans avoir besoin de se connecter. Du coup, il suffit de cliquer sur les différents parcours et d'explorer en fait la plateforme, de consulter les contenus, de choisir ce qui vous intéresse. Par contre, au-delà de la consultation libre en connexion anonyme, certains services comme le téléchargement des contenus sont exclusivement réservés aux membres de la Fondation. En effet, en tant que membre de la Fondation, vous avez la possibilité de télécharger les parcours thématiques, les activités pédagogiques et les banques de questions depuis la plateforme Moodle d'UVED et de les intégrer sur votre propre plateforme Moodle et de les utiliser dans le cadre de vos activités de formation initiale. Ce sont donc en fait des formations clés en main, modulables, que vous pouvez récupérer et réutiliser facilement. Donc, pour y avoir accès, il est donc nécessaire de vous identifier sur la plateforme. Donc, pour cela, vous pouvez vous connecter via la Fédération d'identité rénataire, c'est-à-dire en fait en utilisant vos identifiants habituels de votre établissement. Donc, UVED a réalisé un tutoriel qui explique comment, depuis la plateforme Moodle, télécharger tout ou partie des parcours qu'on vous propose et que vous souhaitez utiliser, et puis comment les réinstaller en fait, et les réintégrer ces contenus dans le Moodle en fait, de votre établissement. Voilà, donc pour rester informé, connecté avec UVED, vous pouvez aussi vous abonner aux lettres d'information, au focus sur le portail d'UVED, la rubrique actualité, nous suivre via les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn. Bien sûr, nous communiquons beaucoup donc, par mail et donc c'est vrai que normalement les informations vous sont relayées donc, en interne par les correspondants de l'Université Sorbonne Nouvelle. Mais voilà, c'est aussi un moyen de rester informé et connecté à UVED.